Merci de rester pour suivre l'information sur la télé totalement vôtre malgré ce léger retard. Bonsoir à tous. Les titres. Cité comme témoin dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et équipement militaire, l'ancien directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, en chargeant l'ex-ministre de l'économie et des finances Félix Sissoko, se met en difficulté. Vous allez avoir les détails dans cette édition. À moins d'une semaine de la rentrée, les salles de classe dans certaines écoles restent occupées par les sinistrés de l'inondation. Les responsables des écoles les invitent à trouver d'autres refuges avant la rentrée. Les sites proposés par les autorités pour accueillir les 7 marchés à bétail fermés dans le district de Bamako ne semblent pas convenir à tous les marchands de bétail. Plus de détails dans cette édition et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite dans les titres, Ben Bouye Haïdara, ancien directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, était ce jeudi 26 septembre 2024 à la barre pour témoigner dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et équipement militaire. Dans ses réponses, l'ancien directeur du Trésor a chargé son ancienne chef, à savoir Boari Félix Sissoko, ex-ministre de l'économie et des finances. Et cette dernière a rejeté catégoriquement les accusations en réclamant des preuves tangibles à son ancien subalterne. Lolo Madibati. Après l'audition de Mme Boari Félix Sissoko, principale suspecte dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et équipement militaire, le premier témoin, à savoir l'ancien directeur du budget et de la comptabilité publique, Ben Bouye Haïdara, a comparu ce jeudi devant la cour d'assises spéciale. Au cours de l'interrogatoire à la barre, M. Haïdara a affirmé avoir décaissé 15 milliards de francs CFA correspondant à 80% du budget alloué à l'achat de l'avion sur ordre de l'ancien ministre de l'économie et des finances. Cette affirmation a été vigoureusement rejetée par Boari Félix Sissoko, qui existe des preuves tangibles pour corroborer les allégations de son ancien subalterne. De plus, l'ancien directeur national du Trésor et de la comptabilité a reconnu avoir effectué le paiement sans disposer à la copie du contrat, signalant que le document était en anglais. Face à une telle situation et en l'absence de preuves concernant le versement de 15 milliards, il a été sommé de fournir des éclaircissements et des documents justificatifs pour soutenir ces déclarations. Donc, des simples témoins, l'ancien directeur national du Trésor et de la comptabilité publique risque de trouver sur le banc des accusés dans cette affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et équipement militaire. Après de longues discussions, la Cour a suspendu la séance de ces édits et 2 autres témoins cités vont comparaître demain. Il s'agit de Sidiki Samake et de Koumba Diarra, respectivement ancien secrétaire général du ministère de la Défense et membre de la commission d'achat. Affaire donc à suivre. L'Italie va extrader Rokia Traoré vers la Belgique. La chanteuse malienne arrêtée en juin en Italie à la suite d'une condamnation en Belgique et dans une affaire de non-représentation d'enfants va être remise à la Belgique dans les 10 jours. L'annonce a été faite par l'avocat de Rokia Traoré à l'agence France Presse. Une très mauvaise nouvelle pour notre compatriote. Les explications avec Lassine Djakiti. La chanteuse Rokia Traoré arrêtée en juin dernier en Italie à la suite d'une condamnation en Belgique dans une affaire de non-représentation d'enfants va être remise à la Belgique dans une dizaine de jours, a annoncé son avocate. Rokia Traoré devra être transférée en Belgique dans les 10 jours à compter d'aujourd'hui, a déclaré jeudi son avocate italienne Maddalena Claudia Del Rey dans un message transmis à l'issue d'une audience devant la cour d'appel de Rome. La chanteuse et guitariste
scénariste qui avait été condamné par défaut en octobre 2023 à 2 ans de prison dans cette affaire avait été arrêtée en juin à l'aéroport Fiumicino de Rome où elle venait d'atterrir pour donner un concert dans le pays. Le parquet de Bruxelles avait alors indiqué que l'arrestation de Mme Traoré en Italie fait suite à une décision du tribunal correctionnel de Bruxelles du 18 octobre 2023 ayant condamné l'intéressé par défaut à une peine de 2 ans d'emprisonnement du chef de non-représentation d'enfants à la personne en ayant la garde. Rokia Traoré avait déjà été arrêté en mars 2020 à Paris en vertu d'un mandat d'arrêt européen car un tribunal belge lui avait ordonné de rendre sa fille mineure au père belge de l'enfant. En dépit d'une interdiction de quitter la France, elle s'était envolée avec sa fille pour le Mali. Outre sa carrière musicale, Rokia Traoré est également connue pour son soutien aux réfugiés. Elle est devenue une ambassadrice de l'ONU pour les réfugiés en 2015. Par ailleurs, afin d'associer le corps professoral à la lutte contre la corruption sexuelle en milieu universitaire, un atelier de renforcement des capacités est organisé par l'association ILE en partenariat avec l'USAID. C'était ce mercredi 25 septembre 2024 à la faculté de droit privé de Bamako. Un compte rendu signé Emma Fifamenounaouan, Mohamed Touré. La corruption sexuelle en milieu universitaire est un poison compromettant le cursus scolaire des jeunes filles. Injustice, traumatisme et abandon des études sont des conséquences de ce fléau. La corruption sexuelle se manifeste lorsque des membres du corps professoral ou de l'administration exploitent leur position de pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles en échange de notes, de privilèges académiques. Pour lutter contre ces fléaux, il est impératif de renforcer les capacités du corps professoral sur les questions éthiques, les droits des étudiants et leur donner les moyens de dénoncer les abus sans crainte de représailles. L'université est un lieu d'apprentissage et de développement intellectuel qui ne doit pas être confronté à des pratiques malsaines. Les acteurs de l'éducation seront dotés d'outils nécessaires afin de combattre ce fléau de la corruption sexuelle et surtout de ne pas s'adonner à cette pratique. Cela va changer vos comportements futurs, en espérant également que cela aura son impact dans vos environnements respectifs. Parce que vous serez en quelque sorte les témoins en termes de relais pour sensibiliser les Maliens de façon générale. Les violences basées sur le genre ne doivent plus exister en milieu universitaire. Afin d'éradiquer les violences sexistes, le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Enfant invite les participants à jouer leur rôle d'encadreur. Il est impératif que les acteurs de l'éducation, notamment les enseignants, les formateurs et l'administration, puissent détenir les outils nécessaires pour détecter, prévenir et combattre toute forme d'abus, y compris la corruption sexuelle au niveau de nos universités. Que cet atelier soit le point de départ d'une nouvelle ère où la corruption sexuelle n'aura plus de droit de cité dans nos universités et dans nos établissements. Environ une quarantaine d'enseignants de la faculté de droit privé ont pris part à cet atelier de renforcement des capacités afin de lutter contre la corruption sexuelle en milieu universitaire. Selon le doyen de la FDPRI, toute étudiante victime de corruption sexuelle doit dénoncer le coupable à l'administration. Le Conseil national du patronat du Mali a organisé une rencontre d'échange avec ses partenaires techniques et financiers et certaines chancelleries présentes au Mali. La cérémonie avait pour objectif de partager les conclusions des travaux menés par les groupes de travail chargés du diagnostic de certains domaines spécifiques ainsi que la présentation du projet pour l'innovation et l'accélération de la transformation des entreprises au Mali. C'était ce mercredi dans un hôtel de la place en présence de nos deux reporters Adam Tangara, Zakaria Omar Keïta. Dans le cadre de l'élaboration de son plan d'action 2022-2027, le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, a mis en place une équipe chargée de faire un diagnostic et de proposer des solutions dans certains secteurs clés de l'économie. La présente rencontre vise à partager les conclusions de ces travaux avec les partenaires et à leur présenter un nouveau projet. Le CNPM
justement s'est engagé dans un processus ambitieux de transformation et de modernisation de l'économie. C'est dans ce cadre que nous avons mis en place dès octobre 2022 ces 5 groupes de travail qui ont planché sur les 5 facteurs de compétitivité de toute économie, à savoir l'énergie, les infrastructures, les ressources humaines, le financement et la fiscalité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons confié ce matin à cette rencontre d'échange pour vous donner le détail de ces conclusions, de ces recommandations, puisque vous êtes aussi des partenaires du gouvernement malien dans le développement socio-économique de notre pays. Le PIAT que nous présentons aujourd'hui incarne justement cette volonté de structurer ou de restructurer les entreprises privées maliennes pour une mise à niveau sous-régionale. Et la compétitivité en est la composante essentielle. Les partenaires techniques et financiers réaffirment leur soutien au CNPM dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Le groupe de la Banque mondiale félicite le CNPM pour la réalisation du concept PIAT2 qui répond aux besoins du secteur privé de rationaliser l'écosystème des affaires au Mali et de contribuer à faire des PME des leaders sur les segments d'activité au Mali et aussi dans la sous-région. C'est pour dire que nous ne sommes pas en reste et nous continuerons dans cet agenda-là avec CNPM et tous les acteurs du développement au Mali pour y arriver. À noter que les dialogues se poursuivent entre le gouvernement et le CNPM sur l'adoption des réformes nécessaires pour l'exécution de ce plan d'action. Le ministère de l'Éducation nationale maintient la date de la rentrée scolaire 2024-2025 au mardi 1er octobre 2024. Et cependant, à moins d'une semaine, les salles de classe dans certaines écoles que notre reporter Gabriel Keita a sillonnées sont toujours occupées par les sinistrés de l'inondation qui n'ont toujours nulle part autre où aller. Je vous propose ensemble de suivre ce reportage. Nous sommes ici, au groupe scolaire de Yirimadior, qui sert de refuge depuis plus de 2 mois aux sinistrés des inondations de Yirimadior et de Missabou en commune 6 du district de Bamako. À quelques jours de la rentrée scolaire, on lit la peur sur le visage de certains sinistrés qui n'ont nulle part où aller, puisque la commission qui est mise en place pour le suivi des sinistrés dans cette école est dans la logique de faire partir les occupants sinistrés de l'inondation pour libérer les lieux. Ok, bien sûr, la rentrée est prévue en octobre, on a dit le mardi prochain, le 1er octobre, et puisque l'État n'a pas encore dit son mot par rapport aux dispositions à prendre pour libérer les classes, les collectivités également, la mairie ne nous a rien dit. Et sur décision du chef de village de Yirimadior, parce que nous travaillons sous son couvert, et nous avons rassemblé tous ceux qui sont sinistrés ici à l'école publique de Yirimadior ici et on les a annoncé que l'ouverture prochaine est maintenue. Et pour cela, chaque famille résidant à Yirimadior ici doivent chercher où aller. Où aller parce que l'école également appartient aux enfants, aux élèves. Donc si la rentrée s'approche, il ne faut pas qu'on les surprenne. Donc on les a annoncés tous de chercher à retourner chez eux ou ailleurs d'ici au plus tard le vendredi prochain. Les sinistrés qui cherchent toujours un point de chute demandent l'aide aux autorités pour trouver un refuge. Les autorités scolaires ont besoin de l'école pour la reprise de l'année scolaire. Ils nous ont annoncé cette décision. On s'en est confirmé pour le bien-être de nos enfants qui doivent apprendre. Jika gɛlɛya y'an se ekɔliso la yan an ye balo sɔrɔ an ye suturafiniw sɔrɔ
Nous sommes arrivés ici à cause de l'inondation. On a eu beaucoup d'aide, mais la rentrée scolaire est prévue pour bientôt. Ils nous ont donné un délai pour libérer les lieux. On n'a nulle part où aller. Nous demandons l'aide des autorités pour trouver un toit. La salle de classe que je squatte avec ma famille, mon enfant doit passer pour venir dans cette même classe cette année. Mais c'est faux, il y a un tas de On est très préoccupés aujourd'hui parce que nous n'avons nulle part où aller. Je demande aux autorités de nous venir en aide. On n'a même pas de quoi payer le loyer. C'est donc une course contre la montre qui est lancée pour les sinistrés ainsi que les autorités scolaires et sociales qui doivent faire de la place pour les élèves et trouver des refuges pour des dizaines de milliers de victimes des inondations à travers le pays. Actualité sur un tout autre plan, après avoir annoncé la fermeture des 7 marchés à bétail dans le district de Bamako, les autorités ont proposé de nouveaux sites aux marchands de bétail. Mais ces sites ne semblent pas convenir aux responsables des marchés à bétail. Les discussions avec les autorités continuent. Et Mafifa Menounaouan nous en parle. En effet, dans le cadre de la délocalisation des marchés à bétail, les nouveaux sites proposés pour installer les marchés à bétail sont Zantigila, Cathédrale et Sanankoroba. Mais ces nouveaux emplacements ne font pas l'affaire des marchands de bétail. Au marché à bétail de la zone industrielle, des vendeurs affirment que cette délocalisation engendre des difficultés. Mais certains disent être prêts à respecter la décision des autorités. Les responsables de la filière viande bétail ont demandé à l'État de prendre en considération les conséquences du déménagement sur les travailleurs. Ils proposent d'envisager des voies et moyens de rester sur place. Pour le président de la filière viande bétail du district de Bamako, sans des mesures de sécurité, quitter la ville pour ces endroits indiqués n'est vraiment pas sans conséquences. Les responsables de la filière demandent au gouvernement de prendre en compte ces aspects et ensemble trouver des solutions. Les responsables des marchés à bétail de Bamako affirment qu'ils sont en train de se concerter pour faire d'autres propositions concrètes aux autorités. Les discussions continuent alors. Dans le cadre du lancement de la semaine d'éthique et de compliance, Orange Mali a organisé ce mercredi dans un hôtel de la place une conférence débat sur les règles d'éthique et de conformité au sein de l'entreprise. L'occasion a été bonne pour des Chief Compliance Officers d'Orange Mali et d'autres organisations partenaires de partager leurs expériences avec les participants. Le compte-rendu est signé Omar Koïta. Disons non aux pratiques vicieuses. C'est sur ce slogan que la 12e édition de la semaine d'éthique et compliance d'Orange Mali s'est tenue. Devant des dizaines de participants, les panélistes ont expliqué les démarches et les dispositifs anticorruption mis en place dans les différentes structures. Selon les responsables d'Orange Mali, l'objectif de cette conférence vise à remémorer le personnel des règles et de l'éthique de l'entreprise. Donc cette journée est une occasion, un moyen, un outil pour nous de renforcer cette culture éthique et d'échanger sur le sujet. Déjà au niveau national, il y a des règles à respecter, mais également Orange Mali en tant qu'une entreprise multinationale est soumise à des règles internationales. Donc partant de là, nous avons jugé opportun une fois par an de marquer un temps d'arrêt pour se remémorer toutes ces règles qui régissent en fait notre activité. Pour les participants, cette conférence débat d'Orange Mali crée non seulement un cadre d'échange entre le personnel et les responsables, mais aussi sensibilise sur les dangers des pratiques vicieuses. Et puisque nous sommes dans un contexte où l'éthique et la conformité sont mises à mal, il est important que Orange, effectivement, qui en a fait un cheval de bataille, continue à nous édifier sur cette question. Donc, que ces valeurs soient développées dans une société et qu'on invite des spécialistes de l'extérieur pour partager les expériences ne peut être que salutaire.
Durant cette semaine d'éthique et compliance, plusieurs autres activités sont au programme. Durant le reste de la semaine, nous allons avoir des vidéos de certains directeurs sur la cybersécurité, qui est un enjeu majeur pendant cette période. Et aussi, nous allons continuer la sensibilisation au niveau des collaborateurs sur tout ce qui est due diligence, qui fait partie des thèmes qui sont retenus cette année. À rappeler que depuis plusieurs années, Orange Mali continue à renforcer ses dispositifs afin de lutter efficacement contre la corruption dans ses services. Les habitants de Saï, dans le cercle de Massina, étaient soumis à une très forte pression épouvantable des terroristes depuis plusieurs semaines. Heureusement, ils sont maintenant en bonne santé et connaissent un répit depuis ce mercredi après-midi, après une journée encore traumatisante et l'intervention des vecteurs aériens des forces armées et de sécurité en fin de journée. Ils espèrent que cette présence se poursuivra. Retour sur ces 2 semaines très difficiles dans cette localité avec Omar Koïta. En effet, le village de Saï vient de connaître des semaines particulièrement difficiles pour ses habitants. Déjà le 16 septembre dernier, une attaque terroriste a fait plus de 10 morts dans les rangs de Dounso et cela a été suivi d'une fuite d'une partie de la population contrainte de fuir les exactions des djihadistes qui leur interdisaient presque tout, même la lumière des panneaux solaires. Selon les témoignages des populations locales, c'était chaud hier matin. Après avoir quitté le village il y a quelques jours, les terroristes sont revenus à la charge. Des dégâts matériels sont signalés. Un véhicule du camp a été brûlé par les assaillants entre Saï et Matoumou. C'est vers 16 heures que l'avion est intervenu selon des sources proches du village avec des bombardements aux alentours du village. Dans un communiqué officiel, l'armée a confirmé qu'une unité de la gendarmerie nationale a été attaquée par des terroristes armés dans la zone de Saï, dans le cercle de Massina. Les femmes ont réagi avec vigueur, infligeant une correction aux assaillants dont certains ont réussi à prendre la fuite. Un ratissage a été rapidement lancé pour boucler le périmètre, permettant aux militaires maliens de localiser et neutraliser les bandits retranchés. Aux dernières nouvelles, le village est toujours sous surveillance du drone des femmes. Une représaille que les habitants veulent continuer car ils souffrent trop des agressions de ces forces du mal. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bonsoir.